Elle était interdite jusqu'ici, sauf circonstances exceptionnelles comme lorsque la grossesse est la conséquence d'un viol ou d'une relation incestueuse ou en cas de risque pour la vie de la femme. L'interruption volontaire de grossesse IVG sera désormais autorisée au Bénin jusqu'à 12 semaines. Les autorités ont mis en avant les conditions désastreuses des avortements clandestins pour changer la loi. Depuis lors, la polémique s'est enflée, suscitant un vif débat au sein de l'opinion nationale. Ici, sur ce plateau, dans le décryptage, on va également aborder le sujet. Et puis, on parlera aussi du retour des biens culturels. L'actualité s'y prête à Paris en prélude à la restitution des 26 trésors royaux avec la semaine culturelle béninoise. Le Bénin s'est montré pragmatique en faisant du sujet un enjeu de développement et en l'inscrivant d'ailleurs dans son objectif de faire du pays une place incontournable du tourisme mémoriel. On va en parler dans le dossier de la semaine avec un gestionnaire de patrimoine. Bonjour à vous et bienvenue sur Wikeco. Tout de suite, le mini-journal. Bienvenue à tous dans le mini-journal de Wikeco. On parle culture pour démarrer. Le compte à rebours pour la restitution des œuvres d'art est lancé. Depuis le 26 octobre dernier, le musée du Quai Branly Jacques Chirac abrite une dernière exposition des 26 œuvres d'art en partance pour le Bénin. Des statues totems de l'ancien royaume d'Abomey, des trônes royaux et bien d'autres objets d'art pillés lors de la mise à sac du palais d'Abomey par les troupes coloniales en 1892. La rédaction de BB24 se propose de faire chaque jour un zoom sur ces œuvres qui seront bientôt inscrites au patrimoine national du Bénin. Nous commençons aujourd'hui par les portes royales. Elles marquaient peut-être les ouvertures du bâtiment de réception et salle de conseil du roi à Djalala. Elles sont au nombre de 4. 4 portes du palais royal d'Abomey, sculptées par l'artiste Fonso Sadédé sur demande du roi Glélé qui a régné de 1858 à 1889. Toutes les 4 portes sont semblables dans leur conception. Le poids de chacune est compris entre 23 et 28 kg. Leur hauteur varie entre 168 et 173 cm, la largeur entre 94 et 109 cm, et l'épaisseur va de 5 à 7 cm. Chaque porte est constituée de 2 panneaux ornés de bas-reliefs en bois polychrome. Les motifs sculptés sont fixés à la porte par des chevilles et des clous. Les 2 battants de la première double porte se distinguent uniquement par l'orientation différente du cheval sur le panneau supérieur. Les éléments décoratifs constituent autant d'hommages à plusieurs rois d'Abomey. La grenouille, l'antilope tachetée et le calao sont des emblèmes qui envoient au roi Glélé. L'éléphant, le cheval, le sabre et le marteau évoquent le roi Guézo et le nez et les yeux humains font référence à Tégbessou. À tout cela s'ajoute une ricade, le couteau du Migan de Pengla et un fusil. Sur la seconde double porte, les panneaux supérieurs du premier battant mettent en scène un caméléon qui marche sur un fil tendu entre la lune et le soleil. C'est le symbole de la divinité Lissa. Sur le panneau inférieur, le serpent queue en gueule et le lion royal sont encadrés par des ricades, des sabres et des fusils. Le second battant est semblable au premier, à une différence près. Selon certains scientifiques, la couleur bleue qui couvre le fond de la porte témoigne que le serpent a été détaché et manquait dès l'époque de la conquête. Ouvrir ces portes donnait droit à l'entrant de voir le roi assis sur son trône.
Octobre, Madame, Monsieur, est le mois de mobilisation contre le cancer du sein. 31 jours mis à profit pour sensibiliser sur cette maladie, le cancer le plus diagnostiqué et le plus mortel chez la femme. Les hommes en souffrent également, mais dans une infime proportion. Depuis quelques années au Bénin, la campagne se mène sur les réseaux sociaux à l'aide de visuels et de messages, la plupart émanant de groupes socio-professionnels dont une frange dénommée les influenceurs roses. Suivez ce reportage pour plus de détails. Sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, ta voix porte, tu es animateur TV live, eh bien rejoins-nous pour la sensibilisation, pour la lutte contre le cancer du sein. Un ruban rose, symbole international de la lutte contre le cancer du sein. Et tout un mois dédié à l'engagement dans la lutte contre la maladie et la solidarité envers les malades. Au Bénin, voici 4 éditions de suite que les influenceurs se sont appropriés le concept Octobre Rose. Sur 2 cancers dont les femmes souffrent, une femme souffre du cancer du sein. C'est pour dire en fait que ça bouffe la vie à beaucoup de femmes. Donc il est important de se joindre à l'initiative. Et nous, puisque nous sommes des communicateurs, nous sommes des journalistes, des animateurs web TV, donc d'une manière des influenceurs, on s'est dit qu'on va prendre notre part dans la lutte contre le cancer du sein en sensibilisant autour de nous. Lorsqu'un médecin parle de cancer du sein, ça peut avoir l'air trop sérieux, trop rébarbatif. Mais c'est lorsque c'est votre sœur que vous admirez à la télé ou quand c'est votre influenceur qui vous fait rire sur les réseaux sociaux, qui vous en parle dans le langage que vous comprenez, eh bien ça vous fait tiquer et vous vous dites il faut agir. À l'appel répond chaque année la forte communauté des influenceurs béninois, chiffrée à plus de 250 membres, hommes et femmes compris. Voici une petite sélection des capsules diffusées sur TikTok, WhatsApp ou encore sur Facebook. Pensez à vous durant ce mois d'octobre en allant faire votre dépistage du cancer du sein. Le concept Octobre Rose par les influenceurs est à l'actif de l'association Héroïne d'aujourd'hui, dont voici la figure numéro 2. Je suis communicatrice en santé et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer la vaillante dame Billon, ensemble on s'est dit, avec tout ce panel de personnes que nous connaissions, il était important d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors ce n'est pas seulement aller sur les réseaux sociaux, c'est aussi rencontrer des personnes. Rencontres physiques ou en ligne, lors des différentes séances, il s'agit de faire connaître le cancer du sein, sensibiliser à l'autopalpation et parler de l'accompagnement psychologique des personnes malades. En termes de résultats tangibles, c'est la joie que nous avons lorsque nous commençons la campagne de voir que les personnes qui habituellement ne seraient jamais allées dans un hôpital se rapprocher de nous, nous appeler. C'est des centaines de personnes qui, constatant l'impact des influenceurs roses, s'intéressent à ce qu'elles vivent dans leur corps et donc nous permettent de les orienter vers les structures adéquates. Le dépistage précoce du cancer du sein peut sauver la vie. Les influenceurs béninois espèrent voir leur appel toucher plus de personnes d'année en année. Pour des villes durables, eh bien, les élus locaux et les communautés locales, madame, monsieur, doivent jouer un rôle accru dans la mobilisation des ressources. Mais depuis plus d'une décennie que le Bénin est engagé dans la décentralisation, le constat fait révèle que les capacités financières des communes restent faibles. Quel est alors le rôle des arrondissements dans la mobilisation des ressources financières au profit des communes? Patrick Adiagbodjou nous apporte ici des éléments de réponse. Au Bénin, le processus de décentralisation a démarré depuis 2003. 17 années d'avancées significatives dans la gestion des collectivités locales par les populations elles-mêmes. Mais au sein des communes, l'implication de tous les acteurs locaux dans la mobilisation des ressources financières locales demeure un gros défi. Si une commune doit être efficace, il faut que ces arrondissements parviennent à faire une mobilisation de ressources qui puisse lui garantir une autonomie. Parce que l'État central ne peut pas à lui seul trouver des ressources pour toutes les communes à la fois.
Des communes qui ont impérativement besoin d'une indépendance en ressources financières locales. Mais en réalité, les arrondissements ne s'occupent que des affaires courantes qui, malheureusement, ne génèrent pas suffisamment de ressources. Moi, je fais le plus souvent des légalisations. Vous savez, l'unité à 500 francs à Cotonou. Il y a des jours où nous faisons jusqu'à 2000 légalisations par jour. Donc, vous faites 500 francs fois 2000, vous voyez ce que ça donne. En dehors de ça, nous célébrons les mariages, les certificats et autres, tout ce que nous faisons. Les sources n'est pas gardées au niveau des arrondissements. Dans les marchés, la mobilisation des ressources là, ce n'est pas directement le chef d'arrondissement qui va dans ces marchés, mais plutôt c'est la mairie qui met à notre disposition les agents collecteurs. Et ils ont leur tour de passage pour aller mobiliser ces ressources dans les marchés. Selon l'article 1176 du Code général des impôts, note Georgette Dianotin Bada, les unités administratives locales prêtent leur concours aux agents de l'administration, notamment dans le cadre du recouvrement des impôts et des taxes. Leur rôle se limite à assister, renseigner et coordonner le processus de collecte de fonds dans leur localité. Les chefs d'arrondissement ne sont pas des comptables, donc ils ne sauraient toucher à l'espèce. Ils doivent être là pour accompagner les autorités assermentées. Et lors du recouvrement, le rôle du chef d'arrondissement aux côtés des agents des impôts, c'est de les assister, d'aider les agents des impôts à actualiser la base des contribuables. Il se doit d'être là, être le gendarme, le garant de toute cette opération-là. Mais ce n'est pas pour manipuler les deniers publics. Les tests ne donnent donc pas plein pouvoir aux arrondissements de mobiliser les ressources financières locales. Mais ils peuvent proposer des idées pour innover la stratégie de mobilisation des ressources financières à la base. La première des choses, c'est qu'il faudrait que la commune même s'arrange pour que l'économie locale soit développée. Ce n'est pas augmenter le nombre de tasses, mais plutôt mettre en place des politiques pour permettre à la population de payer. Pour accompagner la mairie dans la mobilisation des ressources, le CA peut recenser les opérateurs économiques qui opèrent sur son territoire et aider la mairie à avoir un répertoire de ces opérateurs économiques, puisque c'est ces opérateurs économiques qui contribuent à la mobilisation des ressources. Les ressources financières locales sont en fait comme un trésor caché dans les communes dont il faut aller à la découverte pour en faire une exploitation optimale. Il serait important de trouver également le moyen adapté de faire participer les citoyens et citoyennes à la création de richesses dans les communes. Ce sera tout pour cette fenêtre ouverte sur l'actualité. Wikeko se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous Alexandra Diotan et sans plus tarder, on enchaîne avec la revue de presse économique présentée ou plutôt préparée et présentée par Rodrigue Patrick Adiagoudou. Les députés à l'Assemblée nationale ont effectué le 26 octobre 2021 leur entrée au titre de la seconde session ordinaire de l'année en cours, encore appelée session budgétaire. L'information est relayée par La Nation dans sa parution du mardi 26 octobre 2021. Selon le quotidien du service public, cette session sera prioritairement consacrée à l'examen du projet de loi de finances gestion 2022. Toujours à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont voté à l'unanimité la loi portant code de l'administration territoriale. Ce test de gouvernance vient sonner le glas des tas de gouvernance et autres qui minent le développement des communes. La Nation placade l'information en manchette et titre « Assemblée nationale, l'administration territoriale désormais réformée ». Relogement des personnes affectées par les projets d'aménagement de la zone balnéaire de la route des pêches, le village des pêcheurs se dessine, affiche La Nation. À en croire le journal, les futurs occupants des sites de Djegbadi et d'Aflekete ont commencé à découvrir leurs parcelles. Sur ces sites qui vont accueillir les populations délogées, seront érigés 4 châteaux d'eau, une cinquantaine de lampadaires, 8 toilettes et 8 fontaines. Sur le marché monétaire de l'UEMOA, La Nation nous apprend à la page 2 de sa publication du 27 octobre 2021 que le Bénin obtient 443 milliards de francs CFA.
C'est suite à un avis d'appel d'offres d'ingestion de liquidités hebdomadaires lancé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest que le Bénin a bénéficié de ce montant au titre de la 43e injection. Il faut noter que le Bénin avait obtenu 464 milliards de francs CFA au titre de la 42e opération d'ingestion de liquidités. Le Bénin est à l'honneur en France. C'est la nation qui publie l'information. Selon le journal du service public, une semaine culturelle du Bénin s'est ouverte le 26 octobre 2021 à Paris. Avant leur retour sur leur terre d'origine, les biens culturels béninois sont présentés au public au musée du Quai Branly Jacques Chirac dans l'exposition intitulée « Bénin, la restitution de 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey ». Au lendemain du démarrage de cette exposition en France, la nation constate qu'il s'agit d'un dernier tour de piste avant la restitution. Le même journal nous informe que des médiateurs culturels sont en formation pour la gestion des œuvres. En attendant l'acte officiel de transfert de propriété au Bénin, la France dit un adieu émouvant aux œuvres des trésors royaux d'Abomey au Quai Branly. L'autre quotidien, lui, parle plutôt de la détermination du président Patrice Talon. Eh oui, la restitution des biens culturels, on va en parler dans la seconde partie de cette émission. Mais avant, selon certaines données, près de 200 femmes meurent chaque année des suites de complications d'un avortement. Et pour pallier cette situation, les députés béninois ont modifié la loi relative à la santé sexuelle et reproductive et désormais, l'IVG est possible jusqu'à 12 semaines. C'est le sujet de notre décryptage. En plateau, déjà avec moi pour débattre de ce sujet, Ariane Adiolomou. Ariane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. À côté, Laurent Tonéike. Laurent, bonjour. Yves, bonjour. Alors, Laurent, vous avez appris, comme moi, cette modification de la loi relative à la santé sexuelle et reproductive. Quelle lecture faites-vous de cette, ou plutôt de cette nouvelle disposition de l'interruption volontaire de grossesse désormais qui est autorisée jusqu'à 12 semaines? Merci Ylvaïs. Je crois que déjà le premier argument qui est utilisé, en tout cas relayé abondamment, notamment concernant cette loi, on dit que c'est pour encadrer les avortements et je pense que cette loi n'encadre aucunement les cas d'avortement. Je m'explique. On dit que dans la loi, en tout cas quand j'ai lu à partir de l'article 17.1 jusqu'à l'article 17.5, quand vous lisez un peu, c'est la femme qui se lève, qui décide, qui prend l'initiative et nulle part on a dit sur avis ou avis de son mari ou bien consentement de son mari. Donc déjà ça pose un problème. On dit que on a évoqué des chiffres parlant de plus de 200 cas de décès suite aux complications liées à l'avortement. Alors aujourd'hui, quel médecin est habilité à opérer des avortements pour les femmes? Est-ce que c'est cette loi qui empêchera demain qu'il y aurait des complications? Je ne pense pas. Je crois que cette loi qui est arrivée ne règle pas un problème. Plutôt, ça crée d'autres problèmes dans la société. Alors, mais l'argument selon lequel c'est pour éviter les avortements clandestins, quand même, c'est un argument qui plus ou moins tient. Aucunement, non plus, ça n'empêche pas. Au moins maintenant, on sait que non, ça n'empêche pas les avortements clandestins. Je m'explique. Vous avez votre jeune sœur à la maison qui tombe enceinte, d'accord, qui est sous la tutelle des parents. Vous pensez que parce qu'il y a une loi qui encadre l'avortement, dit-on, elle peut oser venir voir les parents pour dire je suis enceinte, je vais aller avorter? Mais il est prévu que quand ça va lui causer des détresses émotionnelles, des trucs de ce genre. Et là aussi, justement, on a évoqué détresse émotionnelle, détresse éducationnelle, détresse matérielle, détresse professionnelle. Éducationnelle, je peux comprendre pour la fille qui va à l'école, qui tombe enceinte. Encore que là aussi. Bon, maintenant, on parle de détresse. Il y a deux aspects qui m'intéressent. Détresse matérielle et professionnelle. Ça veut dire quoi? Votre épouse, à cause de son travail un jour, peut se lever et dire je ne garde pas cette grossesse parce qu'il y a mon emploi que je dois sauvegarder. Parce que vous, peut-être, pendant qu'elle est tombée enceinte, vous perdez peut-être votre emploi, vous avez quelques difficultés financières, elle peut se lever pour dire pour des raisons matérielles qu'elle ne peut pas garder cette grossesse et que bon, voilà. Et puisque la loi dit que c'est sur initiative de la femme, elle peut aller voir le médecin qu'elle veut pour demander qu'on procède à l'avortement. Et c'est ça le véritable problème. Je pense que cette loi,
tel qu'on le dit, ça vient régler un problème. Pour moi, ça crée d'autres problèmes dans la société. Et dans les couples, ne soyez pas surpris d'ici quelques années, qu'on en arrive à avoir des femmes qui prennent l'initiative d'aller avorter. Sans le consentement imaginez un instant que je prends l'épouse de monsieur Is qui se lève et qui prend l'initiative d'aller avorter sans le consentement de son mari, et que le mari en arrive à en parler avec ses parents, quelle belle famille va accepter une belle fille qui a pris l'initiative d'aller avorter? On va créer beaucoup de problèmes dans la société. Et je pense que cette loi, on doit retourner à l'Assemblée, réétudier cette loi, mettre des garde-fous. Quand vous allez la lire, même cette loi, l'article 17.5, on dit que les méthodes contraceptives, les produits contraceptifs peuvent être vendus, en tout cas qui n'ont pas de conséquences, on peut être vendu, cédé facilement, mais on dit encore plus loin, et ce qui est grave, on dit aux mineurs désirant garder le secret. Pendant qu'on dit qu'on doit éviter le viol, on doit lutter contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire et autres, et qu'on doit sanctionner les enseignants, on dit dans une loi qu'on peut vendre des produits contraceptifs aux enfants désirant garder le secret. Et on a bien dit mineurs désirant garder le secret. Je crois que c'est des problèmes pour la société. Cette loi doit retourner à l'Assemblée nationale. On doit se pencher là-dessus. On va revenir plus profondément sur la loi. On va laisser Ariane également se prononcer sur la question. Alors, tout ce que je ferais, c'est rebondir sur ce qu'a dit mon cher ami Laurent. Je ne sais pas, vous êtes parti déjà dans plein de contradictions. Je vous ai écouté soigneusement. Vous avez parlé tout à l'heure du cas de la fille qui se retrouve enceinte et qui désire avorter. Vous dites qu'elle ne peut pas aller voir gaillardement ses parents pour dire, voilà, papa, maman, je suis enceinte, je veux avorter. Mais en même temps, vous venez de dire qu'il y a la possibilité à celle qui veut garder le secret de garder le secret. C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. Voilà, c'est ce que dit la loi. Donc, je ne soutiens pas ça non plus. D'accord, mais vous comprenez que ce que vous avez dit premièrement est réglé par la même loi. Parce qu'elle n'est pas obligée, d'après ce que cela dit, elle n'est pas obligée d'informer ses parents. Et il y a un âge limite. Est-ce qu'elle avait informé ses parents quand elle avait des relations sexuelles? Mais est-ce pour autant qu'elle doit se permettre d'avorter sans informer ses parents? Attendez, d'abord je vais préciser une chose. Je ne suis pas pour l'avortement. Là, je suis. Mais je suis au calme maintenant. Je suis pour l'encadrement de l'avortement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai été longtemps journaliste, mais c'est vrai aussi que j'ai une formation de technicienne supérieure de l'action sociale. Je suis sortie en 2001. Donc, je suis en plein dans le social que je pratique aujourd'hui. Vous savez, je ne sais plus le pourcentage exact, mais nos enfants ont déjà des relations sexuelles autour de 12 ans, 11 ans et même 10 ans. C'est devenu en fait une norme. C'est en train de rentrer, est-ce que je vais dire une norme? C'est quand c'est accepté que c'est une norme, mais c'est ce que démontrent les statistiques. Et c'est les filles âgées de 10 à 13 ans qui sont le plus, perméables aux infections à VIH et tout et tout. Il y a des programmes qui ont été mis sur pied pour permettre à ces enfants-là de recevoir l'information nécessaire, déjà pour comprendre que cette histoire c'est pas vraiment pour moi, et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais essayer de m'abstenir, et pour certains il y a vraiment pas moyen de faire autrement, ils y vont. Et donc quand ils y vont, il faut qu'on puisse leur donner les moyens de pouvoir se protéger des dégâts de ce que leur corps, leurs hormones les poussent à faire. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Il y a une levée de bouclier, on ne veut même pas qu'on parle de sexualité à côté des enfants. Non, pas forcément. Non, je sais ce que... On veut qu'on parle de sexualité, mais on ne veut pas qu'on légalise. Non, je ne suis même pas encore arrivée. Je suis allée au fondement. Est-ce que le gouvernement a introduit les curricula de formation sur la santé sexuelle? Ça a commencé, bien sûr, ça a commencé dans des écoles pilotes. Et moi, je peux vous citer au moins sur le territoire qui est le mien, je suis d'Abomey, je peux vous indiquer au moins une école où vous pouvez vous lever et aller et vérifier. Il faut généraliser. Oui, mais on a dit pilote, excusez-moi. Oui, donc, je suis d'accord. Donc, vous pensez que, il faut, quand on conçoit les programmes, il n'y a pas un protocole et qu'il faille généraliser comme ça? Vous n'êtes pas d'accord avec cette levée de bouclier? Expliquez-vous. Je suis en train de m'expliquer. Alors, voyez-vous, donc, quand déjà on refuse d'expliquer ces choses-là aux enfants, il y a certains parents, la plupart des parents qu'on rencontre même, oui, mais quand on va leur en parler, c'est là que ça va attirer leur attention là-dessus. Mais l'attention de l'enfant est
focaliser sur ces histoires sexuelles depuis qu'il a l'âge de raison. C'est ce qu'il faut que nous comprenions et que nous acceptions. Et le plus tôt qu'on puisse commencer à parler de ces choses-là à notre enfant et de la même manière que nous le plions pour lui dire, quand on voit les grandes personnes, il faut dire bonjour, quand on voit ci, il faut dire c'est ça l'éducation, qu'il sache aussi que voilà, si je fais ceci, ça va être cela, quand on fait ça, c'est comme ça, telle chose, ainsi de suite, plutôt que de laisser les enfants rechercher l'information dans les téléphones Android, sur les sites pornographiques, etc., etc. C'est là où il y a le vrai combat. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord pour l'avortement, il faut qu'il attaque ce mal à la racine. Alors, vous abordez lui. Un point très essentiel. Oui. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec l'avortement, que la personne aborde ces points-là. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que ce soit ce qu'on fasse, que le député fasse, au lieu de voter une loi pour donner plus vous savez depuis combien d'années depuis combien d'années on fait ces sensibilisations? Mais vous avez dit quand même on a commencé avec les classes pilotes. Non, ça c'est tout récent. Non, mais c'est par là qu'il fallait commencer. C'est tout récent, mais avant qu'on en arrive là, ça fait, je crois, minimum 20 ans ou une trentaine d'années que l'on parle de contraception. Même déjà dans le couple, parce que je vais y en arriver, même dans les couples légalement constitués, enfin, plus ou moins selon les normes sociales. Vous voyez la dame qui va chaque année accoucher. Elle se retrouve avec 8, 9, 10 enfants et il faut recourir aux bons soins de nous autres qui sommes un peu à Cotonou là et qui nous débrouillons là pour qu'on fasse des levées de fonds tout le temps. Chaque jour, on est en train de faire des levées de fonds parce qu'il y a une maman quelque part et qu'il faut aller soutenir et tout. Oui. Mais pourquoi est-ce que les gens n'avaient pas pensé, écoutez, il faut qu'on passe à la contraception. Il faut que notre société soit responsable de ses actes. Vous dites qu'avec une telle loi, on va assister à des dérives, il y aura des problèmes. C'est pas un boulevard ouvert à l'avortement, là. Mais vous pensez que nous sommes dans quoi comme société? Vous pensez que tout va bien dans notre société? Non, que notre société est une société moderne? Non, pas du tout. Pardon, je voulais dire modèle. Il y a les problèmes que monsieur est en train d'évoquer, ces problèmes-là, ils existent déjà. Partout, pas seulement au Bénin. On parle du Bénin. Ils vont prendre de l'ampleur bientôt. Oui, mais l'ampleur, elle se prend chaque jour. Et vous êtes sur les réseaux, vous suivez ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est des tollés chaque fois. Et vous allez remarquer qu'il y a, comment je vais dire, ça s'amplifie. Comment comprendre que... Et ça n'a rien à voir avec une loi qui n'est même pas encore... Comment comprendre que pour une telle loi, on demande que ce soit seulement sur l'initiative de la femme, sans le consentement ou l'avis de son mari? Bon, j'espère que votre problème n'est pas avec la femme, parce que si c'était l'homme qui portait la grossesse, ce serait aussi... On dirait, cette loi la dirait, c'est sur l'initiative de l'homme. Dans la situation. Donc, c'est simplement biologique. Mais Ariane, il n'y a rien de féminin là. Ariane, vous comprenez que la grossesse n'est pas seulement du ressort de la femme. On est d'accord. Parmi les 200 femmes, on va discuter des 200 femmes qui perdent la vie. Déjà que je vais dire 200 femmes, c'est faux, c'est pas le bon chiffre, c'est bien plus que ça. Ah bon? C'est lorsque l'avortement capote et que la personne est encore, chez moi, on dit bédé là. Je préfère dire ça, elle est bédé. Je ne veux pas dire agonisante, ça ne sonne pas comme je veux. Et qu'on l'emmène à l'hôpital, et souvent on n'y peut rien. Et voilà, quand on l'admet à l'hôpital, on fait les questionnaires et tout. Et c'est là qu'on comprend que c'est un avortement qui a mal tourné et elle vient mourir à l'hôpital. C'est ça les 200 cas. Tous les autres cas où cela se passe et où c'est peut-être la maman qui était complice, c'est peut-être le papa qui était complice, c'est peut-être le petit ami ou le mari qui savait de quoi il s'agissait. Et bon, on ne le dit pas à tout le monde, ça reste là, dans ce petit secret-là. Bon, on l'amène à l'hôpital ou même on enterre et après on va faire la déclaration de décès. C'est ça ce qui se passe chez nous, il n'y a pas d'autopsie. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement ces 200 cas. Parmi ces 200 cas-là, il y a des femmes mariées. Des femmes qui ont pris avec leur époux la décision d'aller sauter cette grossesse parce que c'était déjà difficile avec les 3 autres bouches à nourrir qui étaient là. Et madame, monsieur se sont assis et ils ont décidé que, un 4e, ce sera la totale. Nous serons obligés de faire la manche à la famille ou aux amis pour pouvoir nourrir les enfants. Parmi ces 200 femmes, il y en a qui étaient peut-être fiancées ou dans une église où il ne faut pas que ça pousse avant que l'on aille passer la bague au doigt. Et donc, on se dit, OK, on n'a pas
pas encore les moyens pour faire le mariage, donc on essaye de faire... Ariane, donc, voyez-vous... On comprend votre position. Voilà. On comprend votre position. Je voudrais revenir un peu à Laurent qui décrit fortement cette loi-là. Il y a certains, comme Ariane, je ne vais pas le dire comme ça, qui revendiquent le droit sexuel et reproductif face aux conséquences des avortements désastreux, qui estiment que la femme a le droit de décider de son corps, de faire ses choix. D'abord, je n'ai pas dit ça. Vous me mettez dans une case. Je ne dis pas que vous avez dit ça. Je n'ai pas encore fait une déclaration de foi. Je ne dis pas vous précisément. La femme qui est sous le toit d'un homme peut disposer de son corps, mais avec l'avis de son mari. Ouais. Du moment où elle est sous le toit d'un homme, elle est sous le reste. Parce que qu'on ne veuille pas, même si les hommes et la femme, et les femmes sont égaux devant la loi, il y a que dans le foyer, il y a quelqu'un qui est chef. Oui. Et donc, l'autre ne saurait prendre une décision sans pouvoir aviser le chef. Parce que quand il y a complication plus tard, c'est le chef qui répond devant la famille de celle qui pense qu'elle a le droit de disposer de son corps comme elle veut. C'est pourquoi je dis que dans cette loi, dans une certaine mesure, quand on dit que c'est sur l'initiative de la femme, et je suis allé plus loin en disant, mais qui sont ces médecins qui peuvent aller faire l'avortement? Parce que jusque-là, il n'y a même pas de médecin, on va dire, spécialisé. Parce que la femme qui dit vouloir disposer de son corps, alors, puisqu'elle est tombée enceinte et qu'elle peut prendre l'initiative, peut aller voir le médecin du coin du quartier pour demander à faire l'avortement. Et celui-là qui n'est pas peut-être un spécialiste peut compliquer la situation. Et donc, c'est de ça qu'il y a question. Et je dis, c'est pourquoi j'insiste sur cette loi. Plutôt que de dire... Ça m'étonnerait que les choses se passent encore comme ça. Parce que malheureusement, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a vraiment, je dirais pas, il y a un grand coup de poussière, de chiffon pardon, qui a été passé dans le secteur médical. Vous pensez que tous les médecins peuvent faire l'avortement? Tous les médecins ne sont pas qualifiés pour faire l'avortement. Oui, mais je n'en suis pas encore là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si un médecin reçoit une personne qui dit, voilà, d'abord, ce n'est pas tous les médecins qui le font. Mais jusque-là, on ne sait pas encore quelle catégorie de médecin le fera. Déjà, on sait que probablement ce seront les gynécologues, a priori. Je dis ça juste comme ça, a priori. Les gynécologues, donc, vous pensez que... Dans le coin de Tumintumi, vous pensez qu'il y a un gynécologue pour écouter une femme? Un instant. Vous pensez qu'aujourd'hui, dans ce Bénin que nous connaissons, quelqu'un qui veut bien pour vouloir continuer sereinement sa carrière peut prendre encore ce risque? Mais ça existe. Non, mais ce que je dis, ce n'est pas la personne qui veut rendre service à la femme ne peut pas savoir que ça peut avoir des complications. Justement. Mais comment ça? Comment? Mais écoutez, vous pensez, même le médecin le plus spécialiste au monde peut opérer un avortement qui peut avoir des complications. Exactement comme pour l'accouchement. Mais c'est pour vous dire, il y a des femmes qui meurent aussi en accouchant. Parce que cette loi ne crée d'autres problèmes. Êtes-vous sûr que les gens ne feront pas attention ou qu'ils ne font pas attention? Parce qu'on dit sur l'initiative de la femme, il y a des femmes... Je comprends que votre problème... Non, le problème, c'est... Le problème, c'est pas la femme. Je ne fais pas de fixation sur la femme. Mais je dis, il y a cette catégorie de femmes qui peut, parce qu'il y a une loi qui encadre, entre griffes, cette catégorie de femmes qui peut se lever un jour pour aller voir n'importe quel médecin parce qu'elle n'a pas le droit, elle n'est pas obligée d'avoir l'avis de son mari. Et maintenant, bonjour les dégâts, et on est face à d'autres situations. Ce n'est pas une fixation sur la femme, mais c'est pour dire, cette loi, on aurait pu mettre des garde-fous pour mieux protéger la femme, si on veut vraiment protéger la femme. Avez-vous une idée du nombre de décisions que prennent et appliquent des femmes sans impliquer leur mari, sans que cela mette à mal le foyer. Oui, mais dans le cas d'espèce, il s'agit de vies humaines. Alors, je voudrais aller un peu plus loin pour dire que aujourd'hui, Laurent l'a dit, on a évoqué cette possibilité pour la fille mineure aujourd'hui d'aller à l'avortement si elle le désire. Mais dans une société qu'on est en train de construire et où il est autorisé aujourd'hui à la jeune fille, malgré sa grossesse, d'aller à l'école, est-ce que cette loi ne vient pas un peu regresser les choses? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une fille enceinte peut se permettre d'aller à l'école jusqu'à finir son cursus et accoucher normalement sans qu'on ne soit obligé de la chasser. Et il y a même des cas qui ont réussi. Oui, bien sûr. Il y en a qui... Pourquoi est-ce que... Parce que là, évoquer la détresse éducationnelle... Oui, en même temps, voyez-vous, ce n'est pas parce que ce cas de figure est prévu que systématiquement, on va dire à toutes les jeunes filles qui vont de mineurs qui vont tomber enceintes qu'il faut qu'elles aillent avorter. On n'a pas touché à la constitution du Bénin. La vie humaine reste et demeure sacrée. Donc, vous n'avez pas, même en tant que parent, le droit
d'obliger votre fille mineure à avorter. La même loi dit, article 17.4 et 17.5, allez lire, dit que quand la fille mineure tombe enceinte et qu'elle désire avorter, que ses parents refusent, le juge... il y a le juge qui... le médecin peut saisir le juge et le juge rend une décision. Donc pour vous dire quoi, au-delà de tout, c'est qu'à un moment donné... Citez-moi l'article où c'est dit qu'on peut le faire. Je voudrais bien que vous me citiez l'article où on peut le faire sans l'autorisation de celle qui porte la grossesse. Non, mais le cas qu'il évoque, c'est bien qu'on dit... C'est la fille qui a décidé... Non, c'est ce que je dis. Maintenant, j'aimerais qu'il me dise le cas où on décide d'un avortement contre l'avis de celle qui porte la grossesse. Quand la fille va subir des complications et qu'elle va en mourir, ce sont les parents qui vont en partir. C'est ça. Oui, mais qu'est-ce qui se passe déjà? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous voyez. Je ne comprends pas. En fait, chaque argument que vous prenez vient en fait pour donner de l'eau moulée de ce que vous voulez contredire. Donc vous pensez, vous parlez de l'autorité des parents. Vous avez parlé de l'autorité du mari tout à l'heure. Et après, vous avez parlé de l'autorité des parents. Vous pensez que l'autorité des parents n'est pas déjà partie un peu dans tous les sens? Mais c'est pour ça que la loi... Vous pensez que l'autorité des parents va dans tous les sens? Donc vous pensez que l'autorité se décrète? Cela ne se décrète pas. Non, mais selon vous, c'est que la loi peut autoriser désormais la fille à ne pas respecter ses parents ou la femme à ne pas respecter son mari? Je parie que si vous retournez fouiller un peu les documents et tout, il y a plein de choses qui sont légalement permises d'être faites. En quoi cette loi favorise au-delà de l'autorité des parents, de la femme, à votre avis? En quoi cette loi favorise l'épanouissement? Vous avez lu le projet de loi, je suppose. Oui. Vous n'avez trouvé nulle part qui est quelque part... C'est moi qui vous pose la question, là. Non, c'est une question à laquelle je n'ai aucune envie de répondre parce que, vous voyez, ces femmes qui abandonnent les enfants, est-ce qu'on ne s'est jamais demandé pourquoi? Est-ce qu'on ne s'est jamais mis dans leur peau pour savoir pourquoi elles le font et comment elles le font? Je ne sais pas trop. C'est des cas isolés. Ça ne saurait expliquer la légalisation de l'avortement. Je n'en suis même pas encore là. Il y a un cas qui m'a vraiment prise aux tripes. C'était il y a 2 ans où la jeune dame a abandonné l'enfant. Elle lui a donné un nom, tout. Elle a déposé l'acte de naissance et elle a ajouté une lettre. Elle a ajouté une lettre et tout où elle expliquait pourquoi elle avait fait ce geste-là. Mais où est le père de l'enfant? Vous savez, quand vous voulez jouir de tout votre pouvoir, de toute votre autorité, il faut assumer les responsabilités. C'est cela la chose. Dans un couple normal, dans un couple modèle, il doit y avoir ce qu'on appelle la communication. Déjà, chacun de nous doit savoir choisir chaussures à son pied. On ne se lève pas, on prend quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'il a de belles fesses et tout, pour fonder un ménage. Vous devez apprendre à vous connaître. Mais comment se fait-il que dans votre couple, vous ne puissiez pas parler pour vous comprendre? Il y a un problème. Ce n'est pas la loi le problème. Parce que je suis sûre que dans les couples où il y a assez de communication, on n'utilisera jamais cette loi. Dans les familles où les parents savent comment dialoguer avec leurs enfants, on en arrivera par là. Merci Ariane, je laisse Laurent conclure. Non, je crois que, comme je le dis, je ne le dirai jamais assez, cette loi ne vient pas corriger quelque chose. Bien au contraire, cette loi crée des problèmes à la société. Et j'estime que quand on prend l'Église, quand on prend nos religions endogènes, l'avortement est banni. Et donc, on doit toujours travailler à encadrer autrement les cas d'avortement plutôt que de penser que cette loi encadre. Ça crée des problèmes à la société et ça va créer bientôt des problèmes dans les foyers. Merci. Merci à vous, Laurent Tolinquet. Merci également, Ariane Adjolong. Merci d'être passé sur ce plateau. On installe tout de suite le dossier de la semaine. Je le disais à l'entame de cette émission, c'est la première fois qu'une ancienne puissance coloniale rend autant de biens culturels pillés durant la colonisation à un pays d'Afrique. Le Bénin fait donc figure de proue dans le processus de restitution. Des investissements ont été engagés pour recevoir ces œuvres dont l'avenir au Bénin occupe désormais, ou plutôt à partir de maintenant, une place de choix dans les discussions. On va recevoir notre invité gestionnaire de patrimoine, mais avant, on suit cet élément.
le retour des biens culturels, le Bénin a dépêché 2 conservateurs sur Paris. Abdoulaye Imorou, gestionnaire du site des Palais Royaux d'Abomey, et Calixte Bia, conservateur du musée d'histoire de Ouidah. Ici, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, les 26 œuvres sont présentées au public avant leur retour dans leur pays d'origine, dans l'exposition Bénin. Si je prends la statue de Glélé et de Guézo, elle n'était pas dans nos collections. Ça fera un plus, ça nous fait la joie de les accueillir. Voilà, ça marque plus notre attention. De même que ces grands trônes d'apparat qu'on n'avait jamais vus, ça viendra enrichir plus la collection. La destination de ces œuvres, c'est d'être montrées au public. Elles vont changer de lieu. Elles ont été montrées pendant très longtemps à Paris. Voilà, elles sont maintenant, le public béninois et les jeunes en particulier vont pouvoir les découvrir enfin. Le parti pris de l'exposition se veut didactique et développe différents aspects de l'histoire des œuvres, de leur création à leur avenir dans leur pays d'origine, en passant par une description précise du conflit colonial, de leur muséographie parisienne plus d'un siècle durant et des spécificités juridiques. La restitution des 26 œuvres au Bénin n'est qu'un début. Pour le moment, plusieurs manifestations sont organisées en vue de meubler la semaine culturelle consacrée au Bénin, ici, à Paris. Un élément qui nous campe très bien dans le sujet. Et notre invité sur ce plateau, je le disais, gestionnaire de patrimoine, Happy Goudou. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être encore avec nous. Et pour m'accompagner dans les échanges, Rodrigue Babagoueto. Ibaïs Balogun, comme d'habitude, merci de nous préférer, chers téléspectateurs. Tout le plaisir est pour nous d'être avec vous. Après 129 ans, le Bénin s'apprête à récupérer une partie de ses œuvres d'art prises par les colons. Et bien pour l'histoire, le colonel Dodds les emportait avec lui lors du sac du palais d'Abomey en 1892. L'événement est aujourd'hui fort en symbole avec un chiffre tout aussi symbolique, 26, le nombre d'œuvres d'art bientôt de retour au Bénin. Happy Goudou, est-ce qu'on peut dire qu'une nouvelle ère s'ouvre aujourd'hui pour la culture et le tourisme au Bénin? Bien sûr, sans même tarder, je dis que c'est un coup de force, c'est un coup de maître et nous battons le record de la restitution des biens culturels par un colon à une ancienne colonie. Ouais. Et donc le Bénin, et le chef de l'État, quand il parlait de Bénin révélé, peut-être que beaucoup ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a eu des douleurs précaires qui accouchent normalement aujourd'hui d'un développement durable. Ouais. Et que c'est cela, et surtout que le tourisme a été considéré comme un deuxième levier important de développement. Bien sûr. Et nous ne pouvons qu'applaudir ces actes qui se posent et qui rapprochent de plus en plus de l'objectif à atteindre. C'est-à-dire que désormais, ce n'est plus l'agriculture seule sur lequel on peut compter, mais il y a aussi le tourisme. Et pour nourrir ce tourisme, nous avions nos palais royaux d'Abomey qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial et qui ne suffit pas parce que malgré Ouidah, malgré disons le parc Pendjari qui est aussi sur la liste du patrimoine mondial et tout, malgré tous ces biens, c'est dit que il faut continuer par faire la conquête d'élargir et de ratisser l'âge pour pouvoir permettre à tous les Africains, à tous les Occidentaux et à tous les Asiatiques de fouler le sol béninois pour venir découvrir du nouveau. Alors cette nouvelle ère qui s'ouvre, elle est bien accompagnée aussi de nouveaux défis et de nouvelles perspectives. Exactement, parce que lorsque on se fixe un objectif, il y a toujours des défis à relever. Absolument. Et c'est le fait de relever les défis qui nous permettent d'atteindre les objectifs, c'est-à-dire d'avoir des résultats. Nous pouvons escompter des résultats, ne pas totalement les atteindre dans le chronogramme, etc. Et c'est par exemple le fait qu'en 2016, le Bénin ait demandé officiellement ses biens et que ce soit en 2021 que cela, vous voyez, voilà. Donc il a fallu beaucoup d'étapes franchies.
qui n'était pas donné d'avance, et je le rappelle. Il a fallu même lever des lois en France. Et ça veut dire que la question que nous voyons et que nous abordons de façon très, vous m'excusez le terme, très profane, est plus politique que technique. Tout à fait. Tout à fait. Le résultat que nous avons aujourd'hui, je le dis à tous les collègues et à ces personnalités entre-temps qui ont donné de la voix pour dire non, je ne suis pas pour la restitution, le Bénin n'est pas prêt, etc. Ils savent, ils voient aujourd'hui que le Bénin peut bien, bel et bien accueillir ses biens et que la question était plus politique que technique. Voilà. Alors, on n'a certes pas encore compté exactement le nombre d'œuvres, mais aujourd'hui, on entend parler de 5000 œuvres qui seraient toujours en France, aussi bien dans les musées privés que publics. Recevoir 26 de ces 5000, ne pensez-vous pas que c'est très peu ? Sachant justement que ces 26-là c'est la France qui a décidé bien sûr du nombre et des objets. Oui. Bien, je voudrais vous rappeler que les biens partis ont différents parcours. Bien sûr. Et dès lors que ces biens ont différents parcours, ne demandez pas à l'État français de restituer 5000 biens. C'est pourquoi je parlais d'un débat plus politique. On ne leur demande pas de restituer 5000 biens ou on ne leur demande pas de restituer automatiquement 5000 biens. C'est-à-dire alors qu'on n'aura pas du tout à récupérer ces 5000 ou pour le moment on doit s'en tenir à ça. Il y a 6 ans ou 7 ans ou 8 ans, nous ne pourrions jamais espérer avoir 26 biens on ne pourrait pas tenir ce débat au Bénin. Bien sûr. Ça veut dire que quelque part on a commencé quelque chose. Et la question de la restitution ne date pas donc du gouvernement Talon. Bien sûr. Il y a eu des démarches préalables qui ont été peut-être fragilisées ou bien qui n'ont pas été téméraires ou audacieux ou résistants. Et que ce soit donc un gouvernement qui arrive et qui parvient à obtenir 26 biens. Et donc la question qui se pose et que beaucoup ignorent, c'est que ces biens ont eu différents parcours. Il y a des biens qui ont été donc volés par des missionnaires, par des militaires en ce moment-là, et que le gouvernement, l'État français ne pouvait pas répertorier tout de suite parce que ces biens se retrouvent être dans des collections privées, donc des descendants de ces militaires qui ont fait l'expédition du Bénin, du Dahomey entre-temps. Et donc, il y en a qui sont allés rendre ces biens à l'État français. Et lorsqu'on rend un bien à l'État français, ça rentre dans son patrimoine. Et qu'il y a un code français qui protège donc tous les biens du patrimoine français. Et ce code dit que les biens sont inaliénables. Bien sûr. Et donc, ces biens ne peuvent plus retourner, même si on sait qu'ils viennent d'un endroit donné, on ne peut plus les retourner comme ça parce qu'ils sont codifiés. Ouais. Et il a fallu donc lever cette disposition qui est légale en France pour pouvoir obtenir 26. Alors, la deuxième dimension donc de cette question, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a des biens que les rois eux-mêmes ont offerts. Il y a des œuvres qui ont été offertes par les rois eux-mêmes à des missionnaires ou à des, aux colons en guise de remerciement. Des ricades, par exemple, qui se retrouvent après, ou bien être sur, une vente de charité. En 2015, je me rappelle, j'ai été maître de cérémonie donc, de l'inauguration du petit musée de la ricade qui est à Lobozumpa. Le collectif des antiquaires de Saint-Germain-des-Prés, sous l'égide de Robert Valois, a décidé donc de restituer ses biens. C'était sans tambour ni trompette. On ne parlait pas encore de restitution de façon officielle, mais c'est une sorte de restitution, même si c'est informel. Et qu'aujourd'hui, ces biens se retrouvent être dans un musée sur le sol béninois et que les gens peuvent aller voir gratuitement. Donc,
ces biens-là sont comptés parmi les milliers qui sont là-bas. Bien sûr. Mais il y a eu un nombre qui est venu là. Vous comprenez ce que je dis? Oui. C'est comme ça qu'il y en a dans des collections privées un peu partout en France. En Europe, c'est-à-dire que ce n'est pas la France seule. En Belgique, en Allemagne, etc. Les biens sont partis. Alors après, la troisième dimension donc, du départ des biens, c'est qu'il y avait des princes, disons, je ne vais pas quelle qualification donner, il y avait des princes qui, entre-temps, vendaient les biens. Oui, oui. Il y a des princes qui avaient besoin peut-être de sous, oui, qui voient peut-être le blanc arriver et disent, bon, ça, je peux te le donner. Ils bradaient ça. Contre des miroirs. Contre des miroirs, contre des pécunes. Oui. Tous ces biens sont là-bas. Donc, ne dites pas qu'il y a beaucoup, il y a des milliers, pourquoi on donne 26. Ces 26 ont été tracés pour être, vous avez situé le contexte de départ de ces 26 œuvres. Bien sûr. Ça, on sait que c'est politique. Parce qu'il y a une armée qui a agi au nom d'un État. Et on a pu identifier qu'il y a 26 biens au moins qui faisaient partie donc de cette emprise de ce pillage-là. Alors, ce qui est intéressant, ne dites pas que je vous ai coupé, revenons un peu sur le retour de ces biens-là. On sait que ces biens-là sont d'une valeur historique, spirituelle même, culturelle, inestimable. Alors, on veut recevoir tous ces biens-là chez nous. Comment est-ce qu'on se prépare? L'État béninois avait initié les projets phares du programme d'action du gouvernement. Cela a été donc exposé par le président lui-même au Palais des Congrès, je me rappelle. Et de ces projets phares, nous retenons qu'au niveau du tourisme, il y a des infrastructures qui sont là pour révolutionner le milieu traditionnel du patrimoine culturel, donc du patrimoine bâti que nous avons. Il y a le musée, le grand musée d'Abomey, épopée des palais royaux des rois d'Abomey. Il y a le musée vaudou de Porto Novo. Il y a le musée de Ouida, mais le musée d'histoire de Ouida, qui est une sorte de restauration ou bien de modification donc, de l'ancien musée qui est sur le fort portugais. Ces infrastructures étaient prévues pour accueillir ces biens. Ça veut dire quoi? Que l'État s'est bien préparé. Il y a un chronogramme qui n'a certainement peut-être pas été respecté de bout en bout parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Oui, vous pouvez mettre des hommes à des postes donnés pour dire j'attends tel résultat. Et ces hommes peuvent atteindre le résultat dans le temps, ils peuvent ne pas l'atteindre dans le temps. Ouais. Et quand c'est dit que voilà, vous prévoyez faire la semence après la pluie qui est traditionnellement attendue peut-être les 15 mars, oui, et que la pluie ne vient pas, ce n'est qu'en avril que la pluie vient. Ça ne se prévoit pas. Ça ne se prévoit pas. Ouais. Donc il y a de ces clients de cas qui sont passés donc dans l'atteinte de cet objectif-là du gouvernement du président Patrice Talon. Et nous constatons aujourd'hui que les infrastructures ont poussé parce qu'il y a eu un temps d'études, oui, et etc. Maintenant, les infrastructures sortent de terre. Et que le chronogramme a été prolongé, puisque entre-temps, on a été scandalisé d'entendre que José Plia, qui était le directeur général de l'AMPT qui conduit ces travaux-là, a déclaré en France que le Bénin n'était pas prêt et qu'il fallait garder encore les biens pour un temps. Tous les grands penseurs, tous les grands professionnels du domaine ont été scandalisés. Mais c'était peut-être à juste titre, parce qu'il vaut mieux le dire pour réellement s'apprêter pour recueillir ces... Et au départ, l'argument que donnait l'Occident, c'était que le Bénin n'avait pas les infrastructures. Voilà. Quand on dit infrastructure, ça c'est physique, mais la ressource humaine qui est aussi très importante justement pour la conservation de ces biens. Au Bénin, nous avons des conservateurs. Nous avons des gestionnaires du patrimoine culturel qui, dans la plupart du temps, n'ont pas d'emploi parce que nous, notre génération, nous n'avons pas appris, disons, la gestion d'une œuvre
comme ce qui se trouve maintenant dans nos musées, etc. Ce qui se trouve dans nos musées, c'est les professeurs, bien les enseignants, qui sont transformés en conservateurs, et beaucoup sont allés à la retraite. Et donc, on pense que ce n'était pas un métier, être conservateur. C'est un métier en bonne et due forme. Alors aujourd'hui, on sait qu'avec l'avènement, le gouvernement a beaucoup misé sur la formation on va dire relever le niveau. Mais c'est ça, parce qu'il y a déjà un lot de conservateurs, de gestionnaires du patrimoine culturel qui vont voir leur capacité renforcée pour pouvoir mieux entretenir ces biens dans un environnement moderne. Parce que les biens ont quitté un environnement moderne. Il faut qu'ils atterrissent dans un environnement moderne. Et c'est cela qui fait que quand les gens vont à Abomey et qu'ils voient l'état du musée d'Abomey, on se dit que ces biens ne peuvent pas revenir là. Mais ces biens sont partis de là. Oui, c'est vrai que leur séjour dans la glace, comme on le dit, ne leur permettent pas de résister longtemps à la chaleur que nous avons. Mais il y a l'acclimatation que les nouvelles infrastructures vont apporter. Et de façon progressive. Parce que les biens, une fois arrivés au Bénin, n'atterrissent pas directement à Abomey. Les biens atterrissent d'abord au palais, et d'après ce que j'ai appris, qui est une infrastructure confortable, qui a certainement déjà la pièce pour la conservation. Le temps que le fort français au niveau de Ouida soit prêt, parce que les travaux ont évolué et sont vraiment à un niveau donné, pour que finalement en 2024, selon le monsieur Alain Godonou que j'ai suivi hier lors de ce colloque-là, spécial sur tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui, la muséographie, le projet de muséographie nouveau que le Bénin est en train de porter, je me suis dit que nous sommes dans la logique et que tout se passe bien, très bien. Alors, j'évoquais tantôt l'aspect culturel et cultuel de ces biens-là, mais on a pu quand même constater que la délégation béninoise qui est allée à Paris n'a pas, peut-être, de mon point de vue, n'a pas bien mis en exergue l'aspect culturel et cultuel de la chose, parce que ce sont des biens sacrés. On a pu constater, par exemple, que les dames des palais royaux, par exemple, n'étaient pas de la délégation, alors qu'elles auraient apporté un plus à cette sacralité-là. Des familles, justement, d'où, justement, sont parties. Ces biens-là. Vous n'avez pas fait ce constat aussi, ou votre lecture? Bien. Beaucoup ont posé ce problème, et on peut leur trouver raison. On peut vous trouver raison, mais je vous explique. Les biens aujourd'hui sont dans une condition hybride, parce qu'un enfant qui quitte son pays garde toujours sa nationalité. Tous les rituels de socialisation qu'il a connus restent ancrés en lui. Mais lorsqu'il va s'acclimater 129 ans, donc à un siècle et 30 ans en plus, ne nous dites pas qu'il pourra encore respecter les mêmes répondant aux rituels de sa socialisation, d'accord, après tant d'années. Ça veut dire quoi? Quand on va et qu'on revient, il y a un simple geste qui permet de ramener l'enfant. Un enfant qui naît, qui rentre dans la maison avant de rentrer, il y a des familles où on verse de l'eau, ça la pour dire. Voilà. Donc ça veut dire que ce rituel-là se fera ici. Et le reste, pour la purification. Parce que si, entre-temps, il a cette sacralité a été profané par des mains, des pratiques occidentales qui l'ont profané, c'est ici la purification. Et c'est au niveau donc de tout le rituel de purification qu'interviennent les prêtresses que vous voyez, que vous citez, et que vous voudrez bien qu'elles soient là-bas. Non, elles n'iront pas là-bas maintenant. Nous, Bénin, nous allons accueillir nos biens par une délégation officielle. Nous les ramenons maintenant dans la sacralité et que la suite se fera sur notre territoire.
Parce que le fait de le faire là-bas et de transporter entre le point B qui est là-bas et le point A qui est ici, il peut y avoir encore des velléités de profanation. Et donc, il vaut mieux attendre que le bien soit sur le territoire, qu'on soit sûr que voilà, c'est bien là. Et voilà, pour enclencher. Et que c'est bien finalement, vous savez que Abomey, dans la valeur universelle exceptionnelle qu'on lui a dit, qui a milité en faveur de son classement comme site, en fait, comme bien mondial, il y a le fait que le site soit vivant et qu'il y ait des pratiques qui continuent de s'effectuer. Des pratiques sont perpétuées par les familles de la lignée royale. Donc, un bien qui a été déplacé revient à sa place. La pratique va continuer parce que à Abomey, il y a des biens qui sont restés et qui connaissent toujours. D'accord, voilà. À entendre les autorités. Les biens, lorsqu'ils viendront, entreront directement dans le patrimoine national. Oui. Et justement, il y a une loi qui a été votée. Qu'en sera-t-il alors des familles? Alors, vous savez, aujourd'hui, compte tenu de l'importance donc de ces biens, c'est l'État qui assure la protection et pas cette loi. La loi 2007-20 du 23 août 2007 portant protection du patrimoine culturel, du patrimoine naturel à caractère culturel en République du Bénin. Cette loi existe depuis, mais n'a pas été donc promulguée, comme on le dit, et les décrets d'application n'ont pas été pris. Et donc, aujourd'hui, on est déjà content que les députés puissent voter, ressortir cette loi. Et en plus, une loi actuelle qui est adaptée au défi du temps. Le moment s'y prête. Voilà, au défi du temps. Vous voyez que l'État a tout organisé. Et donc, du coup, je me dis que les familles ont toujours leur place parce que ces biens sont, disons, enveloppés d'attributs immatériels. Il y a beaucoup. Les biens sont physiques, vous les voyez. Mais ils vivent parce que un arsenal immatériel l'entoure et cet arsenal est l'apanage exclusif des communautés. Donc, pour la durée, disons, de ces biens avec nous, l'aspect, la dimension sacrée, la dimension immatérielle qui est détenue par les communautés, donc les familles, etc., doit toujours être entretenue par ces communautés. Donc, ces biens sont exposés, mais chaque fois que la communauté aura besoin d'un des biens pour une cérémonie donnée, ces biens doivent pouvoir aller servir à cette cérémonie et retourner à leur place pour l'exposition. Très bien. Alors, le temps qui nous est imparti... Une dernière question pour vous, Rodrigue. Une dernière question. Merci, Ulvaeus. Alors, le ministre des Affaires étrangères disait qu'il va falloir maintenant créer la matière qu'il faut pour avoir un peu plus d'attractivité pour le tourisme. Vous, gestionnaire du patrimoine culturel, des propositions à faire dans ce sens très rapidement, de façon succincte? Non, mais tout est pratiquement en route. Et moi, je trouve que ce qui est plus important, c'est le renforcement des capacités des gestionnaires du patrimoine culturel qui sont déjà acquis, c'est-à-dire qui ont déjà, sans l'État, sont débrouillés, par exemple, à l'Université Senghor, à l'ENAM, et en France, qui ont déjà le profil de gestionnaire du patrimoine culturel. Il faut que l'État puisse compter sur eux pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Il ne sert à rien, par exemple, de chercher des gens nouveaux, de dire que bon voilà, il faut envoyer d'autres personnes en formation, etc. Il faut pouvoir faire de la politique dans ce sens-là. Il faut essayer de répertorier ceux qui ont déjà eu la formation et leur donner donc l'opportunité de servir leur pays. On vous aura compris. Alors, moi j'ai une dernière question. Il y a que, et je vous donne 30 secondes pour y répondre, la jeunesse béninoise, comment va-t-elle s'approprier l'histoire de ces œuvres-là? Parce que cette histoire-là vient déjà vers elle.
Vous savez, ce n'est pas béninoise seulement, la jeunesse africaine. Parce que ces biens sont restés longtemps en France où pour y aller, il faut chercher le visa. Absolument. Or, vous êtes africain, vous voulez venir au Bénin, vous n'avez pas besoin de visa. Donc ça veut dire que toute la jeunesse africaine peut se déplacer vers le Bénin pour venir s'approprier ces pans importants de l'histoire d'un peuple qui est un peuple africain et pour lequel, c'est-à-dire que les rois du Bénin se sont battus. Donc les rois du Dahomey se sont battus et ont écrit un pan important de l'histoire de l'Afrique. La traite négrière, par exemple, le Bénin est mieux placé dans cette histoire que le Sénégal qui en revendique aujourd'hui Gorée et tout ça. L'île de Gorée n'est qu'un coin de regroupement des esclaves. Ravi Goudou, merci à vous. Donc voilà. Merci pour ces échanges. Rodrigue Babagueto, c'est toujours un plaisir d'avoir conduit cet entretien. Ce sera tout pour Week-Echo de ce dimanche. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week-Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain.